Que faites-vous des Français l'immigration? Et les titres qu'on peut lire, ces titres-là, vous me dites ne pas être... Si. Il y a plus de 150 femmes qui ont été tuées par leur compagnon ou par leur ex en France. Mais il y a des problèmes de violence policière dans ce pays. Je voulais dire simplifier aux yeux de la population, Quelle population? Comment considérer ces problèmes-là? Alors, si on est dans une logique universaliste. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil. Aujourd'hui, on est avec Dominique Sopo. Dominique Sopo, bonjour. Bonjour. Vous avez été président d'SOS Racisme de 2003 à 2012 et vous êtes aujourd'hui président d'SOS Racisme depuis 2014. Je voulais commencer avec une question assez naïve. Vous avez été connu SOS Racisme dans les années 80 avec Touche pas à mon pote, les manifestations. Aujourd'hui, à quoi sert SOS Racisme ? Comme son nom l'indique, SOS Racisme sert à lutter contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations, avec une logique de vivre ensemble. Et ça se passe à travers des interventions en milieu scolaire, des démarches judiciaires également, sur les propos de haine qui sont tenus sur les réseaux sociaux, ou de plus en plus d'ailleurs dans les médias. Je pense notamment à des gens comme Éric Zemmour, qui s'en font une spécialité. Et toute action consistant à demander au pouvoir public de mettre aussi en place des politiques dignes de ce nom sur nos sujets, ce dont on est souvent très loin, notamment en matière de discrimination raciale. D'accord. Justement, avec aujourd'hui la montée des extrêmes, que ce soit à droite, par exemple avec Génération Identitaire, ou à gauche avec les Indigènes de la République, votre but aujourd'hui est-il de les réconcilier ? Non, je ne cherche pas à réconcilier des personnes qui sont sur des logiques identitaires. D'ailleurs, ces deux camps que vous définissez ont pour point commun d'ailleurs de ne pas aimer en général SOS Racisme. Parce que finalement, SOS Racisme, je pense, est assez bien identifié comme étant un espace du vivre ensemble. Et un espace dans lequel on n'est pas sur du corporatisme racial. On est là pour faire en sorte de lutter pour l'égalité entre les individus, pour le fait qu'ils soient considérés à égale dignité, et que cela crée manifestement quelques fureurs chez des individus divers et variés qui excipent de leurs identités pour s'imposer dans le débat public. Ça n'est pas notre conception, ça ne le sera jamais. Donc vous ne souhaitez pas discuter avec Génération Identitaire ou les Indigènes de la République ? Je pense qu'en fait, il y a discussion avec des personnes avec lesquelles il y a des points d'accord communs. Pour le reste, il y a des personnes qui relèvent pour nous du combat. Il y a des idées à combattre dans la société, il y a différentes conceptions qui circulent, et manifestement, certaines de ces conceptions ne sont absolument pas raccord avec celles que nous pouvons porter. Encore une fois, nous ne sommes pas pour la confrontation entre les races réelles ou supposées, comme dit la loi et la jurisprudence. Nous sommes au contraire pour que nous soyons dans des sociétés dans lesquelles la question de la race n'aurait plus la puissance classificatoire qu'elle a aujourd'hui, et cela depuis maintenant 2 bons siècles. D'accord, donc ce combat se déroule au niveau de la justice et pas du tout au niveau de la confrontation des idées. Il peut y avoir une confrontation, mais qui sera une confrontation qui pour moi ne sera pas une discussion, qui sera un combat. Ça m'est déjà arrivé d'être sur des plateaux ou sur des scènes confronté à des personnes qui sont dans des positions complètement antinomiques à celles qui sont portées par l'antiracisme. Dans ce cas-là, le combat peut avoir lieu autre part que dans les tribunaux, d'autant plus que je pense qu'on est aussi beaucoup dans des sociétés où on a parfois l'illusion que tout se règle par des procès, mais les combats sont aussi des combats politiques qui consistent à gagner les esprits des gens et à faire en sorte qu'ils soient en accord le plus largement possible avec nos conceptions. Très bien. Je voulais revenir avec vous sur l'affaire assez récente du match de foot qu'il y a eu entre PSG et Istanbul Başakşehir. Pour rappeler un peu à ceux qui nous regardent l'affaire, c'est pendant ce match-là de Ligue des Champions, un arbitre a désigné un membre du staff par le terme de negru en roumain qui veut dire noir, et cela a suscité la polémique. Et justement, suite à ça, vous avez déclaré quand bien même ce serait le mot noir, c'est quelque chose d'extrêmement grave dans le cadre d'un match de foot en s'adressant à une personne d'origine africaine. Et un peu plus loin, vous dites cela relève d'une dimension d'assignation raciste. Moi, je voulais revenir là-dessus avec vous parce que dans le documentaire revenant sur la victoire des Bleus en 98,
Youri Djorkaeff se rappelle d'un match de France-Croatie, si je me souviens bien, où Lilian Thuram se retrouve dans la surface de réparation. Et dans ce documentaire, Youri Djorkaeff dit je me souviens, il y avait un black, un noir dans notre équipe, je me souviens pas, et là je vois ce noir au milieu de tout le monde. Du coup, je vois un mec black. C'est qui notre attaquant noir devant? Le black, c'est qui? Dans ce cas-là, Youri Djorkaeff est-il raciste? Alors, d'abord, ce qui s'est passé sur ce terrain de foot, d'abord, c'est pas un documentaire. Et Youri Djorkaeff n'est pas un officiel de l'UEFA. Et que, en fait, ce qui circule, ce que l'on dit, les mots que l'on emploie, ça dépend dans quel cadre on les dit, à quel titre on les dit et la façon dont on les dit. Mais en réalité, on est face à un officiel de l'UEFA. L'officiel de l'UEFA, il est porteur d'une posture, il est porteur de la règle, et que cette rupture de la règle qu'il a réalisée en se comportant de façon inadéquate est quelque chose de grave, qui montre d'ailleurs que les instances du football, aussi bien au niveau national, européen qu'international, sont très à la ramasse sur ces sujets. On est toujours sur des scènes sociales, on est toujours en train de tenir des rôles. Eh bien, ces rôles, ça entraîne certaines obligations ou certains types de comportements. Donc dans un documentaire, on a le droit de désigner une personne comme noire et pas en tant que représentant de l'UEFA, si je comprends bien. La question, elle est un peu plus complexe que la façon dont vous la posez. Il se trouve, en l'espèce, que cet officiel de l'UEFA s'est mal comporté en désignant une personne par sa couleur de peau. Ça ne se fait pas. Et donc pour rester un peu sur cette histoire, comment mettre en perspective la lutte, on va dire, antiraciste de Neymar et Mbappé et aussi d'Mbaba qui ont soutenu le membre du staff qui a été victime de racisme. Comment mettre ça en perspective avec, on le sait, l'actionnaire principal du PSG et le Qatar, qui est soupçonné de financer des groupes terroristes et de procéder à l'esclavage pour construire des stades pour la Coupe du Monde de 2022. Et d'un autre côté, Başakşehir, qui est surnommé le club d'Erdogan. Erdogan, qui on le sait, vient de signer un accord facilitant l'extradition de certains Ouïghours vers la Chine. Comment mettre ça en perspective? En fait, rien n'a de rapport avec rien dans la façon dont vous le posez. Le fait que Başakşehir, le fait que le PSG soit lié à des régimes qu'on pourrait à juste titre réprouver au regard de leur pratique en matière de droits de l'homme, n'a pas de rapport avec la façon dont un membre de l'UEFA s'adresse à une personne de couleur noire. Je veux dire, quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport en réalité. Et qu'il faut se méfier parfois de ces fausses j'allais dire, équivalences, de mise en parallèle, que ce soit le club de Sochaux, le club de Başakşehir ou le club de Santiago du Chili, ça ne change pas la nature de l'acte qui a été posé, sauf à penser qu'il y aurait des formes d'équivalence et que les turpitudes des uns excuseraient les turpitudes des autres. Donc il y a là un acte qui n'est pas admissible. Cet acte qui n'est pas admissible a entraîné à juste titre et fort heureusement des réactions des joueurs qui devraient d'ailleurs poser la question à la UEFA de comment se fait-il qu'il faille que ce soit les joueurs qui réagissent et non pas ceux qui sont censés créer un cadre de sécurité pour les joueurs, pour les spectateurs, pour les gens qui évoluent dans une enceinte sportive. Là est le vrai sujet. Pour le reste, peu importe la nature du club. Mais est-ce que SOS Racisme condamne autant le comportement raciste de l'arbitre que le dernier accord qu'Erdogan a pu signer avec la Chine? Évidemment que l'accord passé par Erdogan, on le condamne, puisque de toute façon, on est vis-à-vis de la Turquie, face à un pays, face à un régime d'ailleurs plus exactement, qui est profondément attentatoire aux droits de l'homme. D'ailleurs, SOS Racisme soutient très souvent également le combat des Kurdes qui sont extrêmement réprimés par le régime d'Erdogan. Dans quelques jours, je serai moi-même dans une manifestation qui demande la vérité sur l'assassinat de 3 combattantes kurdes qui ont été tuées en plein Paris il y a quelques années d'une balle dans la tête, vraisemblablement par des personnes en lien avec le régime d'Erdogan. Donc pour aller sur un autre sujet, Iñárritu, lorsqu'il a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur pour The Revenant,
a dit à la tribune des Oscars « Notre génération a l'opportunité de faire en sorte que la couleur de peau soit aussi insignifiante que la longueur des cheveux ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il a raison. Vous savez, les combats contre le racisme sont des très longs combats, qui sont des combats qui ne sont pas linéaires, qui sont des combats qui parfois ont des grandes avancées, parfois semblent reculer, entraînent des résistances. On voit aux États-Unis, on peut penser même que Trump est aussi une conséquence d'Obama, finalement, une conséquence négative, un dommage collatéral du fait qu'il y ait eu un président noir. Donc, en fait, les choses, elles sont assez complexes dans les avancées du combat contre le racisme. Et ce qui est certain, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est essentiel de faire en sorte de détruire la puissance classificatoire que peut avoir le concept de race aujourd'hui et qui permet de faire des cases, d'assigner les gens, de créer des hiérarchies dans la société en projetant sur telle ou telle catégorie de la population tel ou tel type de stéréotypes, de préjugés, de comportements attendus. Donc je pense que c'est un très beau combat, qui encore une fois est un combat essentiel et qui vise à faire entrer l'humanité dans l'âge dans lequel il y aurait une pleine prise en considération des individus sans s'arrêter sur des couleurs de peau qui, comme disait Aristote il y a très longtemps, est quelque chose de circonstanciel et non pas quelque chose d'essentiel, puisque l'essence de l'homme, l'essence de la femme, l'essence des êtres humains, évidemment, ne peuvent pas être définies par la couleur de peau. Évidemment que la couleur de peau peut avoir une importance sur la façon dont on se considère, dont on se vit, puisque de toute façon, ça entraîne des réactions dans la société, manifestement, le fait d'avoir telle ou telle couleur de peau. Mais c'est cela qu'il faut profondément interroger, remettre en cause, et faire en sorte qu'effectivement, la question de la couleur de peau ne puisse plus être un élément de classification, de distinction entre les individus. Mais c'est un beau combat, et c'est un combat qui me semble être peut-être le plus beau des combats à mener dans les années à venir. Est-ce que la lutte contre le racisme a avancé ? La lutte contre le racisme a bien évidemment avancé, heureusement d'ailleurs. Par exemple, la lutte contre le racisme, au sens très large du terme, a gagné quelques petites bricoles. L'abolition de l'esclavage, la fin du colonialisme, des lois contre les discriminations raciales et contre les propos racistes, des stops mis à toute une série de législations qui auraient pu être extrêmement graves, même si toute une partie d'entre elles sont passées. Je pense notamment à des restrictions ou à des blocages en matière de flux migratoires. Mais bien évidemment, il y a des avancées. Et ces avancées se voient d'ailleurs dans le fait qu'aujourd'hui, dans les gouvernements, dans la vie médiatique, dans la vie professionnelle, il y a de plus en plus de personnes de toutes origines qui arrivent à accéder à des postes auxquels jamais elles n'auraient accédé il y a encore quelques années. Alors évidemment, quand on dit cela, ça ne veut pas dire qu'il serait illégitime de combattre, puisque quand on dit cela, des gens disent « Ah bah, puisque ça a avancé, il faut arrêter de se plaindre ». Mais non, on a tout le temps, j'allais dire, la légitimité à se plaindre, parce qu'en fait, il faut être exigeant en matière d'égalité. Objectivement, la situation des femmes en 2020 et en 2021, elle est sans doute bien meilleure qu'il y a un siècle. Pour autant, il y a encore beaucoup à faire. En fait, c'est pareil sur l'antiracisme, c'est pareil sur l'homophobie, c'est pareil sur d'autres combats qui ont trait à la question de l'égalité, à la question de la liberté, à la question de la démocratie. C'est pas parce qu'on a avancé qu'il faudrait se contenter des avancées qui ont eu lieu. Les avancées seront pleinement satisfaisantes lorsque nous serons dans une société où triomphera pleinement l'égale dignité entre les individus. Est-ce que vous êtes pour l'instauration des quotas ? Non, je ne suis pas pour l'instauration de quotas parce que la problématique des quotas, c'est que ça a l'air simple comme ça, les quotas, mais dans un pays comme la France, c'est quand même extrêmement compliqué. C'est compliqué parce que pour faire des quotas, encore faudrait-il déterminer qui peut être dans telle ou telle case. Vous êtes contre les statistiques ethniques ? Non, c'est deux choses différentes. Le fait qu'il y ait des statistiques pour savoir s'il y a des écarts, s'il y a des discriminations, comment dire, nous ne sommes absolument pas contre. Ce contre quoi nous sommes à SOS Racisme, c'est l'instauration d'un référentiel ethno-racial, notamment à travers le recensement, qui viendrait figer
et qui viendrait administrer, d'un certain point de vue, la façon dont les gens s'identifient ou sont considérés. Qu'il y ait des statistiques, en vrai, contrairement à ce qu'on raconte souvent, ça fait des dizaines d'années dans ce pays qu'on fait des statistiques ethniques, donc c'est pas là le problème. Le problème, encore une fois, il est pour nous, dans le fait qu'il y aurait un danger si, comme aux États-Unis, il y avait un recensement dans lequel on demandait, de façon extrêmement rigide d'ailleurs, forcément, quelle était l'identité des gens, et on demandait aux gens à cocher des cases. Bien. Mais ça n'empêche pas que nous sommes évidemment pour le fait de renseigner les écarts, les discriminations qui existent entre les gens. On le fait d'ailleurs à notre niveau, à des petites échelles par rapport à des grandes études qui peuvent être faites par des chercheurs, mais on le fait à travers la méthode du testing. Lorsqu'on fait des testings, on prend des gens de différentes origines et on regarde comment ils vont être traités quand ils sont confrontés à une demande de logement, quand ils recherchent un emploi, quand ils veulent aller dans un lieu de loisir. Donc il faut bien quantifier, il faut bien montrer qu'il y a des écarts de comportement envers les individus à raison de leurs origines. Mais la question des quotas, c'est encore autre chose. Parce que la question des quotas, ça nécessiterait de pouvoir dire, par exemple, X% des postes doivent être réservés à une personne qui a telle couleur de peau, par exemple. Mais, alors, imaginons qu'on dise les noirs. C'est quoi être noir? Parce que ça a l'air simple comme ça. Mais qui est noir? Qui n'est pas noir? Aux États-Unis, c'est simple, il suffit d'une goutte de sang noir, on est noir. C'est la théorie de la goutte. Bon, qui d'ailleurs... très raciste d'ailleurs au demeurant, puisque c'est dire qu'une goutte de sang noir corrompt le sang blanc, quel que soit le pourcentage de sang blanc que vous avez, c'est le sang noir qui corrompt le reste, et donc vous êtes noir. Bon, en France, si on est métis, si on a un grand-parent noir ou un arrière-grand-parent noir, on est noir, on n'est pas noir. Donc tout ça a l'air très simple en réalité, mais ça n'est pas si simple que cela. Et je pense qu'il y a évidemment des actions de sensibilisation à faire, il y a des discussions à avoir, il y a sans doute des pressions à mettre sur les producteurs, sur les réalisateurs, mais les logiques de quotas me semblent très inadaptées à une société comme la France. D'accord. Qui aimeriez-vous voir assis à votre place pour une future interview? Moi, une personne que j'aime beaucoup, c'est Christiane Taubira. Voilà, que j'ai toujours plaisir à écouter, même si elle se fait plus discrète ces derniers temps. D'accord. Christiane Taubira, si jamais tu regardes cette vidéo. Il faut lui demander, peut-être qu'elle viendrait. Oui. On lui enverra la vidéo. Pour terminer, une question qu'on pose à tous nos invités. Que vous évoque la phrase « trace tes contours » ? Sur trace tes contours, quand j'avais plus de cheveux, je traçais mes contours, voilà, mais voilà à quoi ça me fait penser. Beaucoup de réponses sur les cheveux aussi. Très bien. Merci beaucoup Dominique Sopo. Merci à vous. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil. Abonnez-vous. Salut.